est-ce qu'on peut dire de vous que vous êtes un économiste libéral? Vous acceptez l'étiquette et qu'est-ce qu'elle signifie pour Ah vous? oui, je la revendique, je suis libéral de l'école autrichienne. Alors, parce que dans l'école libérale, il y a plusieurs écoles. On parle de l'école autrichienne, l'école de Chicago, de Friedman. L'école autrichienne, c'est Hayek, notamment. Donc, c'est des gens qui sont des défenseurs de l'État Lauer. Donc, quand l'État Lauer a été supprimé, ils sont un peu passés pour des ringards, on va dire. Ils ont été mis progressivement de côté. Moi, j'ai fait des études à l'université. J'ai jamais entendu parler des économistes autrichiens, quoi. Voilà. Et ils sont revenus un peu sur l'actualité à partir de la crise de 2008, parce qu'on s'est aperçu que la crise de 2008, bah, ça venait d'un excès de dette. Et ça, c'est un sujet sur lequel avertissent régulièrement les économistes de l'école autrichienne. Alors que les économistes de l'école libérale de Chicago, de Milton Friedman, qui est quelqu'un de tout à fait passionnant et extrêmement intéressant, mais sur la question de la monnaie, ils sont différents. C'est-à-dire qu'ils considèrent que la monnaie peut augmenter en fonction de la croissance économique. Bon, voilà. Et on dit que c'est Friedman qui aurait suggéré à Richard Nixon de déconnecter de la convertibilité entre l'or et le dollar lors de ce fameux 15 août 1971. Mmh. Voilà, donc, et d'aller vers des monnaies flottantes, quoi. Voilà, donc, Est-ce qu'on peut considérer que ce 15 août 71, c'est quand même un peu le début de la fin? En tout cas, que alors, au les début de la ça fin, oui, alors, c'est ce que disait Hayek, hein, mmh. c'est ce que disait Hayek. Début de la fin, moi, je me méfie toujours des discours catastrophistes, hein, mais disons que c'est une date à partir de laquelle l'endettement a commencé vraiment à exploser. L'endettement des États a commencé à prendre des proportions absolument incroyables, mais aussi l'endettement privé, l'endettement des particuliers, les crédits à la consommation, c'est utilisé en France, c'est très utilisé aux États-Unis. Et puis l'endettement des entreprises, toute la mode des LBO, bon, la quantité de dette a augmenté dans des proportions absolument incroyables, quoi. Donc, et maintenant, on se rend compte que la dette augmente beaucoup plus vite que le taux de croissance. Et donc là, ça pose un problème, quoi. Voilà. Et on Oui, commence à atteindre un peu les limites du système. Là, il y a l'inflation qui commence à revenir, mais on se rend compte que les banques centrales ne peuvent plus vraiment augmenter de façon conséquente le taux d'intérêt parce qu'il y a tellement de dettes que ça mettrait des nations par terre, des entreprises par terre. Ça poserait de grosses difficultés aux particuliers qui ont des emprunts immobiliers ou des emprunts à la consommation. Donc, voilà, on est dans un système qui arrive un peu au bout, quoi, et c'est assez inquiétant, quoi. Voilà. alors justement, là, les perspectives que donnent ou que donnaient les banques centrales, c'était un relèvement, des taux, en 2022. Mmh, On commence déjà à lire de ci, de là que, bah, économie de guerre, on va pas forcément pouvoir, mmh, les remonter. Comment vous voyez les choses? Parce que d'un côté, effectivement, vous venez de le dire, si on relève mmh, les taux trop vite ou trop fort, eh bien, on a, les nations, à commencer par la France ou les États-Unis qui évidemment peuvent sauter comme des bouchons. mmh. En face, on a cette nécessité quand même de freiner, l'inflation. Donc comment, alors il n'y a pas évidemment de baguette, magique, mais comment on peut voir les choses là-dessus? On va dire que l'Ukraine, c'est une superbe diversion qui permet de mettre ça sur le côté, quoi. Et le On Covid dit aux aussi et gens, les sujets bah, sanitaires, ouais. voilà, on dit aussi aux gens, le pouvoir d'achat baisse, mais attendez, venez pas nous embêter avec ça. Il y a une guerre en Europe, donc taisez-vous, quoi. Voilà, ça sert à ça. Et puis, si on est aux l'énergie, on mettra ça sur le dos de Poutine. Donc, ce qui est un peu simpliste, mais parce que lui, il coupe pas l'accès au gaz à l'Europe, hein. Donc, mais bon, on lui Il l'a mettra quand jamais même fait, hein. sur le Mmh. dos. On lui mettra quand même sur le dos la hausse de l'inflation, donc c'est très pratique. Et puis, la situation de guerre froide, larvée, de guerre larvée, va justifier que la BCE et la Fed reportent dans le temps leur hausse de taux d'intérêt, certainement. Donc, l'inflation va continuer. Et tout ça est très, très inquiétant, quoi. Voilà. Parce que finalement, ça fait l'affaire des États, l'inflation, ça rembourse la dette. Alors, c'est pas aussi simple que ça. Parce que, alors effectivement, quand on a un stock de dette, les États empruntent à taux fixe. Donc, quand l'inflation démarre, ça permet d'alléger ce stock de dette. Tout le monde le comprend, sauf que c'est plus complexe que ça. Déjà, il y a très peu de gens qui savent qu'il y a une part de la dette, 10% de la dette de la France est mise à taux variable, c'est-à-dire à taux indexé sur l'inflation. Et même pas, alors une partie, l'inflation de la France, c'est la plus grande partie sur l'inflation de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'on
sur laquelle nous, Français, État français, nous n'avons pas d'influence. Encore, l'inflation française, on peut nous prendre des mesures pour la réduire, même si ce n'est pas forcément par la Banque centrale, on peut la réduire, mais ça passe par les… Alors, pourquoi est-ce que l'État français a eu cette idée complètement stupide? Parce que ça permet d'émettre de la dette à un taux moins élevé que si on l'émet à taux fixe, parce que l'investisseur, lui, il se trouve protégé d'un risque, qui est le redémarrage de l'inflation. Donc, comme il achète ce risque, il est protégé de ce risque, donc il accepte Mmh. d'être moins rémunéré. Et donc, ça permet au moment de l'émission d'avoir un taux facial plus bas. Le problème, c'est que si l'inflation démarre effectivement, et ben, ça va Ça, nous c'est coûter très l'emprunteur qui, cher. bien sûr. Et s'il y a de l'hyperinflation, ça peut nous ruiner. Ces 10%-là Mmh. de dette, ça peut nous ruiner, à eux seuls, peuvent Mmh nous mh. ruiner s'il y a de l'hyperinflation. Donc, c'est Mmh. complètement suicidaire. Mmh. Et c'est d'autant plus suicidaire qu'il y a quelques semaines, alors que là, tout le monde pouvait constater que l'inflation était revenue, il y a quelques semaines, la France a lancé un emprunt indexé sur l'inflation d'une durée de 30 ans, hein, jusqu'en 2053, ce qui est complètement délirant. Donc, moi, j'alerte de mon côté là-dessus pour dire il faut absolument arrêter ces emprunts parce que quand on emprunte à taux fixe, c'est quand même une sécurité. On est sûr, on connaît à l'avance ce qu'on va devoir verser, donc c'est quand même une sécurité, quoi. Emprunter à taux variable, ça crée un risque tout à fait énorme. Bon, voilà. Mmh. Alors, l'inflation peut soulager la dette, oui, en partie, mais le problème, c'est que l'inflation crée beaucoup de problèmes dans l'économie. Parce que d'abord, elle détruit le pouvoir d'achat des salariés, hein. On n'est plus dans les années 70 où les salaires étaient indexés sur l'inflation. Donc là, c'était un peu une époque assez sympa parce que les emprunts n'étaient pas très coûteux, donc on pouvait acheter une maison assez facilement, en fait. Et on remboursait, et comme l'inflation était supérieure au taux d'intérêt, bah, c'est une très bonne opération, quoi. Là, c'est plus le cas aujourd'hui. Les salaires ne sont pas indexés. Enfin, très peu, quoi, assez peu. Il y a des négociations salariales, mais très peu. Donc ça détruit le pouvoir d'achat et puis une hausse des prix, ça rend l'environnement plus incertain et donc il faut comprendre que pour une entreprise, c'est plus compliqué de faire des prévisions à long terme quand elle doit décider d'investir, de construire une nouvelle ligne de production, ou de racheter une entreprise et cetera. Donc de faire des prévisions à 5 ans, 10 ans, 15 ans, hein, bah, c'est compliqué parce que si l'inflation passe à 5, à 10, à 15 et retombe à 5, bon, c'est très compliqué de faire des prévisions. Donc ça a tendance à ce que les entreprises se replient un peu sur ce qu'elles savent de certains plutôt que de prendre trop de risques. Donc l'inflation, c'est mauvais. C'est une forme d'impôt pour les consommateurs et c'est une incertitude pour les entreprises. Il y a effectivement que l'État qui s'en tire un peu parce que ça allège sa dette, mais bon, c'est pas, si l'économie souffre, c'est pas une bonne opération non plus pour lui. Donc il faut pas considérer ça comme une baguette magique, quoi. C'est pas avec la façon qu'on va rembourser la dette, hein, c'est en équilibrant le budget, hein, voilà. Peut-être que dans les cerveaux à Bercy, on peut penser que c'est la baguette magique. Vu le niveau, pour, contracter une dette à 30 ans indexée sur l'inflation, ça donne une petite idée quand même, du Ah niveau non, ah du… non. Alors moi, j'appelle ça de l'inconscience totale, quoi, hein. J'appelle ça, c'est quasiment criminel, ça, Bien sûr. ce type d'emprunt, hein. Pour le reste de la dette, bon, de toute façon, il y a des niveaux déjà délirants, quoi. Donc on est à 120% du PIB, Plus ça la devient dette vraiment privée, problématique parce mmh, que aussi le problème de l'inflation, c'est que ça va amener de facto un relèvement des taux d'intérêt, quoi, parce que pour l'instant, la plus grosse partie de la dette Covid, la dette qui a été créée à l'occasion du Covid, des confinements, tout ça, donc, a été rachetée par la en BCE. Mmh. quasi-totalité par la Banque centrale européenne, hein, par la Banque de France, ce qui fait que maintenant la Banque de France détient plus de 20% de la dette de la France. Bon. Donc là, ça veut dire qu'on n'a pas eu besoin de trouver des investisseurs français et étrangers pour l'acheter. Et si la Banque centrale européenne décide d'arrêter ou de diminuer ce flux d'achat, il va falloir trouver des investisseurs français et étrangers. Et donc, il va falloir leur proposer des taux d'intérêt parce qu'ils vont dire, vous êtes bien gentil, mais il y a 5% d'inflation. Moi, votre dette à 0%, je ne la prends pas, quoi. Il faut au moins 5% de taux d'intérêt. Et 5% de taux d'intérêt, tout de suite, ça met en péril les comptes publics parce qu'on peut pas tenir à ce niveau-là. Donc, donc l'inflation, c'est une fausse solution, quoi. Voilà, Mmh. Mmh. ça peut être une solution si on arrête
si par exemple, dès l'année prochaine, on arrête de faire déficit, on revient à l'équilibre budgétaire et l'inflation permet d'effacer la dette passée. OK, dans ce sens-là, ça peut. Mais si on continue de faire des déficits, l'inflation ne peut pas être une solution, pas du tout. Et malheureusement, on est parti pour faire déficit encore longtemps parce qu'on a vraiment un déséquilibre énorme entre les dépenses et les recettes. D'ailleurs, là, on a une inflation énergétique, une inflation sur les matières premières. Est-ce qu'on peut imaginer une boucle prix-salaire qui s'enclenche et qui, là, pourrait vraiment dégénérer Alors, en prix salaire, je ne hyperinflation vois pas comme peut-être? ça. Alors, c'est D'accord? vrai, vous faites bien de dire que les banques centrales, avec leur planche à billets, sont la cause principale de l'inflation, hein. Et en fait, cette planche à billets, elle a commencé en 2000 et l'inflation, en fait, elle existe depuis 2000. Mmh. Pas sur tous les produits. Pendant longtemps, elle a été localisée dans l'immobilier. Ça, les gens l'ont vu, hein, parce que depuis le début des années 2000, les prix ont vraiment explosé dans l'immobilier. Euh, et les Français ne l'ont pas vraiment vu parce qu'il faut savoir que l'INSEE calcule l'inflation en excluant l'achat d'immobilier. Pourquoi? Parce que c'est l'indice des prix à la consommation, alors que quand vous achetez un bien, c'est de l'investissement. Donc, l'INSEE considère que ça n'a pas lieu de figurer dans l'indice des prix, ce qui est un peu limite parce que c'est pas vraiment un placement, parce que ça vous coûte de l'argent, quoi. À la limite, si vous achetez un deuxième appartement que vous louez, OK, c'est un investissement. Et le vôtre, c'est vous qui le consommez et ça coûte de l'argent. Donc, c'est pas vraiment un placement. Mais bon, l'INSEE considère que ça n'a pas à figurer. Il n'y a que les loyers, ce qui fait que le logement représente 6% du panier de la ménagère qui sert à calculer les prix, ce qui est un chiffre extrêmement bas. Il y a très peu de Français qui consacrent 6% de leur revenu au logement. Et donc, l'inflation de l'immobilier ne s'est pas vue dans l'indice des prix, en France, mais aussi ailleurs, parce que c'est un peu une pratique générale. Ce qui est nouveau là depuis quelques mois, c'est que tous les prix se mettent à monter, les matières premières, matériaux de construction, alimentaires et énergie. Et l'énergie, justement, pour l'énergie, c'est très important parce que l'énergie, c'est utilisé partout. Donc, une hausse de l'énergie, ça se transmet à l'ensemble des prix, plus ou moins rapidement. Et ce qui pousse les prix de l'énergie à la hausse, c'est ce qu'on appelle la transition énergétique, c'est-à-dire le fait de basculer sur des énergies décarbonées, c'est-à-dire les éoliennes, le solaire. Et ça, on sait que c'est pas du tout rentable. Ça ne peut fonctionner qu'avec des subventions. Donc, ça coûte cher. Et puis, comme c'est des énergies intermittentes, eh bien, en face, il faut mettre des centrales au gaz, c'est-à-dire qu'on puisse allumer en fonction. Alors que le nucléaire, une centrale nucléaire, on ne peut pas l'arrêter et la couper. On peut pas la couper et la redémarrer comme ça dans la journée. C'est un processus très long. Donc, si on met de l'éolien, on est obligé de développer le gaz qui émet du CO2, ce qui est complètement stupide, ce qui fait que ça détruit la logique même qu'on va mettre en place, qui consiste à émettre moins de CO2. Bon, mais ça, les écolos, ils n'ont pas encore compris ça. Bon. Donc, donc le développement de l'éolien subventionné, ça fait exploser les prix de l'énergie. C'est une tendance lourde qu'on voit en Europe. C'est pour ça que je dis que l'inflation, on n'en est pas sorti. Elle est là pour longtemps parce que déjà, avec la transition énergétique, ça va durer encore plusieurs décennies. Les objectifs qui sont fixés sont énormes et délirants. Donc, ça va faire exploser la facture d'électricité et d'essence aussi avec la taxe carbone. Et puis, la planche à billets des banques centrales, ils vont être obligés de continuer parce que si les BCE arrêtent un peu trop vite les rachats d'obligations souveraines et remontent ces taux un peu vite, bah, il y a des pays comme l'Italie qui peuvent sauter, quoi. Donc, on a vu que la Grèce, à elle toute seule, a provoqué une crise en 2011. L'Italie, ce serait notre paire de manches, quoi. Ça ferait sauter l'euro en tant que tel, quoi. Donc, on va continuer avec de la planche à billets et de la transition énergétique. Donc, l'inflation, elle est là pour durer, il faut le savoir. Voilà. Et les salaires, si je fais vraiment, enfin, je dirais la différence par rapport aux années 70, il n'y a pas de boucle prix-salaire, c'est-à-dire que les salaires ne sont pas indexés, même s'ils peuvent un peu augmenter un peu plus qu'avant. Par contre, ce qui se passe, c'est que les revenus augmentent parce que l'État verse de l'argent aux ménages. Un exemple emblématique de ça, c'est le chèque inflation de Castex. Bon, alors, c'est 100 euros, c'est assez marginal par rapport à ce dont on parle,
Et on est dans une logique, aux États-Unis, c'est des montants beaucoup plus importants qui ont été versés Hélicoptère money. par Biden. Voilà. Et donc, il n'y a pas d'indexation de prix-salaire, mais il y a quand même une certaine corrélation quand on prend en compte les revenus globaux du ménage, grâce à ces aides d'État qui sont fournies comme ça, sous forme de chèques, sous forme d'aides ponctuelles, exceptionnelles. Et donc ça entretient aussi l'inflation, c'est-à-dire les gens perdent en pouvoir d'achat, et comme il ne faut pas qu'ils s'appauvrissent trop parce que ça ferait chuter la consommation, et si la consommation, c'est le principal moteur de l'économie, parce que, notamment en France, parce qu'on appuie l'industrie, donc c'est la consommation qui tire tout. Donc il y a une certaine, je dirais qu'il y a une quasi-indexation revenu-prix, et non pas salaire-prix. Donc quasi, hein, parce que les Oui, gens oui, vont je quand même comprends. perdre Oui, oui. salement en pouvoir d'achat. Mais il y a quand même un peu une indexation, et ça alimente aussi l'inflation. Donc moi, je considère qu'on est parti pour avoir de l'inflation pendant longtemps, quoi, et qu'il faut vraiment remettre en cause le modèle économique actuel pour s'en tirer, parce que sinon, on est parti pour plusieurs années de forte inflation et d'un pouvoir d'achat à la baisse, quoi. Donc comme le pouvoir d'achat est sous pression, sous tension, qu'il faut réduire le déficit budgétaire, finalement, il y a que les dépenses publiques dans lesquelles on peut tailler. Est-ce Voilà. que Et voilà, il faut rendre l'État plus efficace. faut le resserrer sur ses Quasiment, fonctions régaliennes? oui, c'est-à-dire quasiment tous les pays occidentaux, à un moment ou à un autre, ont fait des réformes fiscales qui ont permis de revenir à peu près à l'équilibre. Alors, les États-Unis, pas trop, mais le Canada, la Suède, enfin, tous les pays du Nord, l'Allemagne, sont parvenus à des situations d'équilibre budgétaire. Ils ont fait des réformes assez radicales et ça a marché. Et il y a eu le soutien de la population, quoi, même si certains ont un peu grincé des dents à certains moments. Et maintenant, ils sont contents d'avoir fait l'effort. En France, bon, en Italie aussi, en Espagne, il y a jamais eu vraiment cet effort-là, quoi. Et maintenant, on atteint des niveaux de déficit qui sont plus tenables, quoi. Donc, il va falloir faire cet effort. Alors, c'est quoi? C'est se resserrer sur les valeurs, sur les fonctions régaliennes de l'État. Et puis, voilà, il faut revoir, il faut passer en revue toutes les dépenses publiques et, euh, et éliminer celles qui servent à rien, quoi. Voilà, quoi. Sinon, on peut craindre le pire, quoi. À partir du moment où on est déficit, il faut comprendre qu'on est dépendant de l'extérieur. On est dépendant de la BCE, on est dépendant des marchés. Et donc, voilà, si on veut être une France souveraine, bah, il faut parvenir à l'équilibre budgétaire. Voilà.